culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Luc Dini, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Voilà, vous n'êtes peut-être pas encore connu de toutes nos auditrices, tous nos auditeurs de Radio J, mais je tenais à vous inviter parce que le sujet, évidemment, est passionnant. Vous avez signé il y a quelque temps un livre publié et commandé d'ailleurs par Michel Lafon, OVNI, qui est une enquête qui fait toute la lumière sur les archives déclassifiées du Pentagone, notamment. Vous êtes ingénieur en construction aéronautique, vous avez d'ailleurs une belle carrière à votre actif. Et par ailleurs, alors on va commencer là-dessus, puisque nous allons parler justement de ces objets aérospatiaux ou aéronautiques non identifiés, et plus largement même des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Vous allez les définir dans un instant, mais vous êtes à la tête de la commission Sigma 2 d'une association internationale qui réunit un certain nombre d'ingénieurs, d'aéronauticiens, d'astrophysiciens, qui s'appelle 3AF et qui justement a entre autres pour activité d'enquêter sur ces phénomènes dans le cadre de la commission Sigma 2 que vous présidez depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette architecture institutionnelle de l'association et, j'allais dire, sur son objet social global et les recherches que vous menez à la tête de cette commission depuis quelque temps, Luc Dini? Alors en effet, l'association aéronautique et astronautique de France est une association loi 1901 qui a une certaine ancienneté, qui réunit d'une part à peu près entre 1400 et 1500 membres. Sa vocation, c'est à la fois de mener des travaux de communication ou des colloques internationaux sur les sujets aérospatiaux. Voilà, l'espace, la propulsion, le green aviation, voilà, etc. Tous les sujets sur lesquels vous avez bâti votre carrière d'ingénieur aéronauticien, naturellement. Absolument. Voilà. Certains sujets sont plus dirigés vers des sujets, on va dire, de défense, d'autres vraiment l'aéronautique en général. Et puis, cette association réunit aussi des groupes d'experts. Voilà. Et ces groupes d'experts mènent des travaux de réflexion sur des thématiques qui sont des thématiques du moment. La propulsion spatiale et toutes ses évolutions, par exemple, les équipements aéronautiques, les hélicoptères. Et puis, il y a une commission un peu spéciale que j'ai l'honneur d'avoir rejoint premièrement en 2012. Tout à fait. Et d'avoir ensuite pris la présidence de ce groupe à la demande du président Scheller à l'époque, en 2013. Et cette commission s'appelle Sigma 2 et sa vocation, c'est de mener des travaux d'analyse et d'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors aérospatial parce que, dans l'espace atmosphérique, voire au-delà. Et d'ailleurs, il faut préciser que depuis assez récemment, depuis 2 ans, du côté américain, le Pentagone a créé une structure qui s'intéresse aux phénomènes, non pas aérospatiaux, mais aux anomalies, tout milieu, voilà. Non identifiés. Alors on va se dire les choses clairement, j'ai lu votre livre évidemment très attentivement, il est passionnant, c'est aussi sur la longue durée, on va dire des 40 ou 50 dernières années de recherche que vous réfléchissez sur ces phénomènes. Les ovnis, qu'on appelle aussi les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est la même chose en fait, si j'ai bien compris. Enfin, PAN c'est plus global encore, on va dire ça, c'est vraiment l'ensemble à l'intérieur duquel interviennent les ovnis, ont longtemps été tenus pour des fantasmes on dirait aujourd'hui, de conspirationnistes. Il y a eu une bascule, visiblement, en 2021, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la perception de ces hypothèses aérospatiales se modifie à ce point? Luc Dini, pouvez-vous nous le rappeler, puisque vous l'évoquez largement dans votre livre? Alors, en quelques mots, en fait, il y a, je dirais, un événement qui se produit en 2017. Oui. En réalité, et 2 articles dans Politico et New York Times, notamment sous la plume de Leslie Kean, qui révèlent 2 choses. Premièrement, l'existence de vidéos infrarouges réputées en fait avoir enregistré l'observation d'OVNI, on va les appeler comme ça, à partir d'avions militaires de l'US Navy, oui. F-18. Ce sujet remonte à 2004. D'autre part, révèle l'existence
d'un programme de recherche dit caché du Pentagone sur les fameux ovnis, alors que de notoriété publique, eh bien, ce sujet est un sujet clos par l'US Air Force en 1969. En 1969. Et pourtant, vous nous révélez aussi, et c'est donc la contradiction inhérente à ce type de recherches qui sont un petit peu, si vous me passez l'expression, elle est appropriée, sous les radars, en quelque sorte, de l'espace public, de la vérification par l'espace public. Vous nous révélez dans votre livre, passionnant, OVNI aux éditions Michel Lafon, Luc Dini, dont nous parlons, à partir duquel nous parlons, que en 1971, si ma mémoire est bonne, il y avait eu un traité, alors un accord plus exactement, complètement secret, entre les États-Unis d'alors et l'Union soviétique d'alors, on le rappelle évidemment, engagés dans un processus de compétition internationale qu'on appelait la guerre froide, autour d'une information réciproque sur les dangers liés aux interceptions dans l'atmosphère terrestre d'objets volants non identifiés qui risquaient de perturber les lancements des missiles des deux camps en présence. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, je dirais, je modifierais la formulation. Elle est trop abrupte. Bon. Il ne s'agit pas d'un accord secret. D'accord. Cet accord, en réalité, qui est une sorte de, je dirais, d'initialisation du téléphone rouge. D'accord. Comme cela. Oui. Fait qui était cette ligne directe qui reliait la Maison Blanche et le Kremlin à l'époque. C'est-à-dire que avant qu'il se passe des catastrophes, on se cause. Voilà, en gros. Voilà. Et donc, dans je dirais, la série des accords qui ont été signés dans les années 71-72, qu'on appelle les accords SALT, des accords stratégiques entre la Russie et les États-Unis, il y a un accord particulier, effectivement, qui indique quoi ? Qu'il doit y avoir une information réciproque en cas de risque de lancement accidentel lié à des perturbations. Lesquelles perturbations mentionnent la possibilité d'interférence liée à des objets inconnus dans l'espace aérien. Alors inconnus, on peut supposer des tas de choses. Et donc ça, c'est pas secret du tout. C'est sur le site du département d'État américain. D'accord, mais on n'en avait pas tellement fait état dans les médias, c'est ça que je voulais dire. Ça n'avait pas été tellement commenté à tel point que d'ailleurs ça n'apparaît pas dans les études sur la guerre froide, mais vous avez raison, ça n'était pas secret. Je retire ce mot malencontreux. Alors, justement, on va avancer dans l'histoire de la perception du phénomène. Nous parlons des phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN, autrement dit, dans le langage plus commun, les ovnis, sachant que les PAN, c'est plus global que ça, vous allez nous en dire un mot dans un instant. Vous-même, vous êtes persuadé d'avoir été peut-être le témoin d'une apparition de cette sorte, disons non identifiée, lorsque vous conduisiez en week-end, je crois, dans la région d'Orléans. C'était donc il y a maintenant quelques 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc Dini ? Tout simplement, en fait, alors je ne conduisais pas justement, ce qui me laissait le loisir de regarder le ciel étoilé. J'ai observé... Il était quelle heure de la journée ? Il devait être 19h, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était le début des vacances de la Toussaint. Et je regardais le ciel. Et donc j'ai été témoin avec des amis qui étaient dans le même véhicule. L'observation d'une tache lumineuse qui se déplaçait horizontalement. Alors la taille d'une pièce, je ne sais pas, d'1 euro, peut-être un peu moins, couleur blanche, et puis avec une espèce de lumière ou de luminosité verte. Alors, ça nous a évidemment intrigués, étonnés, et cela pouvait être éventuellement une météorite ou autre, ce qui semble nous avoir été confirmé par le CNES, sauf que ça ne ressemblait pas tout à fait aux météorites que l'on voit en général. On voit plutôt un trait lumineux, si vous voulez. Là, c'était quand même assez étendu. Il n'empêche que, en réalité, le vrai sujet à ce moment-là, c'est la prise de conscience, non pas de l'existence des ovnis en tant que tels, mais la découverte d'un document et d'un rapport extrêmement sérieux, écrit par des personnalités et des gens qui ont eu des responsabilités de très haut niveau, qui se sont interrogés sur le sujet. Et là, vraiment, ça m'a amené à me poser la question: de quoi s'agit-il ? Alors justement, vous essayez d'y répondre dans votre livre, vous brassez beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'ailleurs venues des États-Unis. Pourquoi il y a cette sensibilité particulière de l'armée américaine, des services américains, peut-être aussi d'ailleurs du complexe militaro-industriel dans sa globalité, à ces phénomènes dont l'existence véritable n'est aucunement prouvée pour l'heure. On est bien d'accord, on est très prudent, Luc Dini. Alors, en fait, c'est quand même la sphère américaine qui fait l'actualité sur le sujet.
et depuis 2017, voire un peu avant. Alors vous livrez d'ailleurs un classement des pays par ordre d'intérêt pour le phénomène. Il y a des pays qui ne s'y intéressent pas du tout, on va les évoquer dans un instant, Luc Dini. Il y a des pays qui s'y intéressent considérablement, pensant qu'il s'agit là d'un sujet d'avenir en quelque sorte, sur lequel il faut investiguer, je résume, à très grands traits. Donc il y a la Chine et la Russie, dans leur compétition qui continue, bien sûr avec le bloc américano-canadien, il y a les États-Unis, mais la France n'est pas si mal classée, je résume à très grands traits. Et par ailleurs, en Europe, nous avons des partenaires, la Belgique, l'Espagne ou même l'Italie, qui sont assez proactifs dans ce domaine. Est-ce que c'est vrai, Luc Dini ? Je nuancerai un peu. D'accord, vous êtes là pour nuancer, vous inquiétez pas. Tout à fait, merci. Vous savez, les journalistes, ils vont à la serpe. Oui, mais bon, j'aime bien parfois nuancer un peu les choses, mais vous avez raison. Il y a une activité qui est une activité manifeste et vue à l'échelle planétaire. Ouais. C'est l'activité américaine, surprenante vis-à-vis de cette volte-face concernant l'intérêt vis-à-vis d'un sujet qui était réputé classé et inintéressant. Alors d'ailleurs, dans Nice Matin récemment, vous avez été interviewé, c'est une très bonne interview. Vous êtes niçois d'origine, donc c'était votre journal de cœur probablement. Aux États-Unis, écrivez-vous, beaucoup de cas de survol ont été observés sur des bases abritant des silos proches de la frontière canadienne et sont d'ailleurs examinés aujourd'hui par le Congrès. Donc effectivement, ce sont des institutions sérieuses qui n'ont absolument rien à voir avec la complosphère, qui étudie ces phénomènes et donc ces hypothèses le plus sérieusement du monde. On est bien d'accord ? Absolument. Et toute la question aux États-Unis aujourd'hui, il faut bien comprendre le phénomène qui est en cours, c'est une espèce, je dirais, de dialogue qui essaye de s'établir sur l'impulsion du Congrès, le Pentagone ayant reçu le mandat de créer une structure pour mener des travaux et synchroniser, comme ils le disent, les informations entre les différents organismes constitutifs du Pentagone et des services américains, parce que c'est un sujet compliqué, avec des questions de confidentialité, etc. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le phénomène américain du moment. Alors évidemment, qui crée des échos ailleurs. Alors maintenant, pour parler, je dirais, de la Russie, la Russie ne fait pas énormément de publicité sur ses travaux. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux dans les années 60, 70, jusqu'aux années 90. Après tout ça, je dirais, devient un petit peu flou. Mais ils ont énormément travaillé sur le sujet, à la fois au travers de travaux menés par l'Académie des sciences, mais également par le département de la Défense. Alors vous regrettez, pardon de vous interrompre, et comme le temps passe, il faut qu'on ait le temps d'aborder tous les sujets, c'est passionnant. Luc Dini, donc vous êtes spécialiste en construction aéronautique, vous signez OVNI aux éditions Michel Lafon, qui est un livre scientifique, qui n'est pas du tout un livre d'esprit fantaisiste ou malade, on rassure nos auditrices, nos auditeurs. Le sujet est vraiment sérieux. Pourquoi l'Angleterre, et plus largement les Five Eyes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, s'y intéressent si peu, d'après vous, à ce sujet des ponts? C'est une excellente question. Merci. Sans doute, enfin, on peut trouver des explications. Il est possible que, en fait, les événements constatés soient, je dirais, minimisés ou d'intérêt très relatif du point de vue des sujets, je dirais, de sécurité, de défense. Vous voulez dire qu'il y a plus d'événements, disons, de perturbations électroniques des avions au-dessus du sol américain, comparativement? En tous les cas, les pilotes américains de l'US Navy, et j'insiste là-dessus, parce qu'il suffit de lire les articles ces jours-ci pour se rendre compte qu'il y a une enquête qui est menée d'ailleurs au sein même de la défense américaine sur les travaux qui sont menés. L'US Air Force est beaucoup plus discrète sur ces phénomènes-là. C'est ce que l'on lit, c'est pas une affirmation personnelle. Et donc, ça pose question, effectivement, au fond, sur la transmission et la diffusion d'informations. Et le coup est parti par les témoignages de pilotes de l'US Navy, ces fameux pilotes de F-18. Bon, du côté britannique, il n'y a pas, je dirais, de silence total. Ils ont diffusé un rapport qui remonte à quelques années, en 2006, qui relate des travaux menés sur une vingtaine d'années par le ministère de la Défense britannique, mais qui conclut, au fond, à l'existence de phénomènes naturels, qui reconnaît le caractère assez exceptionnel, notamment de vitesse, etc., des observations qui sont faites, mais qui ne posent pas le sujet en termes de sécurité de défense. Alors, on revient à la France, puisque vous êtes évidemment à la tête de la commission Sigma. Nous avons parlé de l'association 3AF. La commission Sigma est chargée d'enquêter plus largement, d'investiguer, comme on dit aujourd'hui, sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN.
à l'intérieur duquel il y a le phénomène des ovnis. Vous vous étonnez aussi, c'est un des aspects de votre livre OVNI que vous signez aux éditions Michel Lafon, qu'il y ait pas tant que cela, en quelque sorte, de travail d'examen de ce qu'on récolte sur notre, entre guillemets, proche banlieue spatiale. Les échelles, évidemment, sont plus importantes que celles de la banlieue, cela va de soi. Pourquoi si peu de travaux, justement, Luc Dini, en France ? Alors, en France, il y a des travaux qui sont menés, mais qui sont liés principalement à des observations faites par des témoins, des observations, on va dire, visuelles. Oui, absolument, D'accord. comme celle que vous aviez faite, vous, sur l'autoroute. Exactement. Voilà. Et pour cela, la France a quand même, je dirais, une structure qui est assez originale et qui est remarquée ailleurs, y compris aux États-Unis. C'est un département du CNES qui s'appelle le GEPAN, qui est un groupement d'études et d'informations, le mot information est important, sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cela étant dit, on manque au fond de données techniques et de mesures en tant que telles qui permettraient de mieux caractériser les phénomènes. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai aussi ailleurs. Alors, quelle est la place de l'ufologie dans un pays qui est cher au cœur des auditrices et des auditeurs et aussi des animateurs de Radio J, qui est Israël, puisque Israël est un des grands alliés dans les programmes aérospatiaux des États-Unis. Comment ça se goupille en Israël, le débat autour de ce sujet encore un peu, comment dire les choses, touchy, non ? C'est une question encore meilleure que la précédente. Je vous remercie. N'en faites pas trop. Écoutez, pour les échanges que j'ai pu avoir, ou les questions qui se sont posées, très clairement, le sujet est un peu un non-sujet. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'on est encore dans un rationalisme technologique classique, ou parce qu'on pense que la région, parce que ça peut aussi être cela, la région qu'on appelle en France le Proche-Orient, n'est pas spécialement concernée par ces phénomènes. Je pense qu'il y a probablement une criticité de situation. Dans l'espace aérien. Il suffit, je dirais, de voir les événements qui se succèdent assez régulièrement. Des roquettes qui traversent l'espace aérien. Qui font que c'est pas la préoccupation principale. Il y a On des est bien priorités 0-0. Bien sûr. Et donc, le reste, le système de défense antimissile qu'on appelle le dôme de fer qui pas de Bartzal, évidemment, a pour préoccupation des missiles lancés intentionnellement. Et pas de chasser les ovnis. On est bien d'accord. Et donc, en Israël, c'est pas un sujet de préoccupation particulier. Connu en tout cas. En tout cas. Alors, on a encore 5 minutes. Le sujet, évidemment, est passionnant et il est inépuisable. Et c'est vrai qu'un certain nombre de nos auditrices, de nos auditeurs peuvent se dire, bon, quand même, ce monsieur est extrêmement capé et sympathique, mais on aimerait qu'il nous explique en quoi consiste, justement, pour un aéronef, en clair, un avion de ligne, le frôlement éventuel avec ce type d'objet. Vous parlez des atteintes oculaires, notamment que certains pilotes ont subies. Vous parlez aussi des sensations de brûlure. Tout ça dans le cadre des recherches de la commission Sigma 2 que vous présidez, avec notamment un ingénieur spécialiste des micro-ondes. Je vous laisse développer parce que le sujet excède mes compétences scientifiques. Oui, alors, il y a quelques exemples, effectivement, qui sont assez frappants. Vous évoquiez des effets physiologiques. Oui. En fait, ils concernent essentiellement un certain nombre de rencontres dites rapprochées, plutôt au sol, c'est pas vraiment au niveau des pilotes. Plutôt au sol, d'accord. Où je dirais le sujet classique, bien connu, c'est la voiture qui cale en présence d'un phénomène rapproché. Alors, ceci peut être lié effectivement à des effets de rayonnement micro-ondes et également des effets qui ont été constatés de sensations de brûlure, d'atteinte du derme temporaire, voire d'atteinte de la mémoire, constatées en différents endroits, à différentes époques, suscite aussi la question d'effets, je dirais, de rayonnement micro-ondes et d'effets induits. Maintenant, pour revenir à l'exemple, je dirais, d'effets sur des avions, il y a un excellent rapport qui a été fait entre un spécialiste français et une association américaine qui relate à peu près 600 cas aéronautiques cette fois. Et sur ces 600 cas aéronautiques, un certain nombre font état de perturbations dans le civil et le militaire mais aussi. Dans le militaire aussi. Okay, d'accord. Et il y a un exemple qui est super connu, qui s'est produit en 1975 aux alentours de Téhéran, où 2 F-4 ont été missionnés pour une mission d'interception d'un OVNI et ont connu quelques perturbations électroniques, notamment des communications radio, voire de certaines commandes. Donc ça a intéressé effectivement un certain nombre de services qui se sont rendus compte qu'il y avait eu des
des effets bizarres cette fois sur l'électronique de bord. Alors, on fait un peu de géopolitique pour terminer. Vous avez évoqué la Russie, vous avez évoqué beaucoup les États-Unis, leur intérêt pour ces phénomènes. On a beaucoup parlé au début de l'année dernière, donc nous étions, en gros, il y a un an, début 2023, du phénomène des ballons. Alors, les ballons, vous savez, ces ballons mystérieux, auxquels d'ailleurs un certain nombre de chroniqueurs spécialistes des États-Unis ont consacré des chroniques, des éditoriaux, etc., avec toutes les hypothèses, les conjectures relatives à ces phénomènes. Qu'est-ce qu'on peut en dire avec le recul du temps et aussi de votre expérience, puisque vous êtes un grand spécialiste de ces phénomènes, Luc Dini, vous signez OVNI aux éditions Michel Lafon. On peut en dire deux choses. La première, c'est qu'on sait très peu de choses sur ce qui s'est passé exactement. Mais ça a beaucoup intrigué le Pentagone, puisque le Pentagone est dans votre livre. On peut dire qu'ils étaient même un peu inquiets, les ingénieurs du Pentagone, non ? Il y a eu une communication assez inquiétante au cours d'événements qui se sont déroulés en gros sur 4-5 jours. Ouais. Et ce qui est flagrant, c'est l'autre aspect de ce sujet, c'est que l'acteur principal de cette affaire-là, ce n'est précisément pas la structure mise en place au niveau du Pentagone, qui s'appelle l'ARO, qui est un bureau d'enquête en quelque sorte. La Flèche. Voilà, c'est le bureau de recherche sur les anomalies, voilà, non identifiées. En fait, c'est l'US Air Force, la Grande Muette, totalement absente, je dirais, des débats, en tout cas avec beaucoup de distance et de recul, qui entre en action et qui montre que... Pourquoi ce découplage, ce dispatching, justement, d'après vous, Ludini ? Parce que là, il s'agit d'opérations aériennes sérieuses, d'une intrusion caractérisée, et qui est maître entre guillemets de l'espace aérien américain, c'est l'US Air Force. Alors, quelles sont rétrospectivement les hypothèses les plus sérieuses de l'US Air Force sur cette intrusion aéronautique ? Écoutez, on n'en sait rien. À part que le premier objet qui a été effectivement observé assez longuement avant d'être détruit, c'est un ballon réputé être un ballon espion chinois, etc. Voilà. Les 3 autres objets, on n'en sait rien. Ont-ils récupéré des débris ? On ne le sait pas davantage. Ce qui est sûr, c'est que ça a été une action conjuguée entre l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air canadienne au travers du NORAD. Voilà. Alors, est-ce qu'on a l'hypothèse que c'est intentionnel de la part de la Chine, ou est-ce qu'on a aussi, concurremment et parallèlement, l'autre hypothèse, la science repose sur des hypothèses qui ne sont pas forcément tranchées et décidées, qu'il s'agirait justement de ce qu'on appelle un ovni, dans votre langage, Luc Dini. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que lorsque les Américains ont sorti leur premier rapport au mois de juin 2021, sur justement l'observation de ces phénomènes, ces incursions dans leur espace aérien, ils ont expliqué les Chinois ont expliqué qu'ils voyaient la même chose et que ce n'était pas eux. Juin 2021. Alors, affaire à suivre, vous reviendrez sur Radio J ? Avec plaisir. Luc Dini, merci infiniment d'avoir fait un tour par chez nous. Donc, vous êtes ingénieur en construction aéronautique, vous signez OVNI aux éditions Michel Lafon. Je crois que vous avez fait déjà un peu avec nous pas mal de lumière sur les archives déclassifiées du Pentagone, notamment et de la CIA. Merci infiniment et Shabbat Shalom à vous. Merci pour votre accueil. Merci.